120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI. Avec ce soir Nidal Chatta, réalisateur de cinéma. Bonsoir, bienvenue au studio. Bonsoir Hatem. Félicitations pour votre nouveau film. Il s'intitule Silencium et il est sorti il y a une semaine maintenant. Et ça se passe plutôt bien. Et ça se passe plutôt bien selon des sources bien informées, on va dire. Oui, il est sorti mercredi dernier, donc on a bouclé une semaine maintenant et on attend de voir un tout petit peu les tendances, comment les choses se passent. Sachant que la première semaine est toujours une semaine à ronde de décès, donc il faut pas tirer des conclusions trop vite. Et on verra dans les prochaines semaines comment les choses vont se dérouler. Un film qui est né dans la difficulté, mais également dans l'enthousiasme, puisque d'une part, il y a une équipe formidable qui a porté le film avec vous, et d'autre part, il y a des difficultés inhérentes à la réalisation de tout film de cinéma en Tunisie. Oui, absolument, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des problèmes récurrents, on a des blocages récurrents entre la préparation, le tournage et la post-production, qui, on va dire, pour se résumer, pour faire vite, sont les trois phases à peu près cardinales de la fabrication d'un film. On a, à partir du moment où on a un scénario et à partir du moment où on a un financement, c'est-à-dire qu'on est en capacité de lancer la production du film, on va avoir on va avoir préparation, tournage et post-production, sachant que la phase de post-production est la phase la plus longue et la plus ardue, et qui souvent est entreprise avec moins de moyens, puisque les moyens sont mis essentiellement dans la phase de tournage. Et il est pas rare de voir des producteurs ou des réalisateurs entreprendre le film et puis se dire en phase de post-production, je verrai une fois que j'ai les images ou une fois que j'ai un premier montage, là je monterai au créneau en direction des financements, en direction de partenaires éventuels qui peuvent effectivement peut-être venir en phase de post-production, ce qui est plutôt rare. Généralement, les gens préfèrent s'arrimer au bateau dès le départ. Je veux dire, même dès les premières versions de l'écriture du scénario, et à partir de là, donc, envisager de coproduire ou de ne pas coproduire un film. Voilà. Mais par ailleurs, vous, Nidal Chatta, vous avez un modus operandi qui, lui, est basé sur la direction d'acteur. C'est-à-dire que vous avez tout un travail préalable que vous réalisez dans toutes ces étapes, mais avec les acteurs pour s'imprégner tous ensemble du film. Tout à fait. Moi, je viens d'abord de l'Actor Studio, c'est-à-dire je viens de l'école Strasberg, de John Strasberg, qui est le papa de Lee Strasberg. Et puis j'ai dérivé lentement vers une autre méthode qui me semblait beaucoup plus efficace et beaucoup plus humaine, qui est la méthode Sanford-Meisner. Meisner étant lui-même un transfuge de l'Actors Studio. Mais on revient toujours à la méthode Stanislavski. C'est lui vraiment qui a posé les bases. Les Américains, comme ils savent le faire, ont tout récupéré à leur actif. Et voilà. Et la paternité, en fait, des fondamentaux de la direction d'acteurs, c'est vraiment Stanislavski. Donc fin du 19e, début du 20e. Et j'aime à dire que les acteurs, c'est un peu la substantifique moelle d'un film. Donc si vous n'avez pas de bons acteurs, il y a fort à parier que votre film, même si vous avez une photographie extraordinaire, un décor extraordinaire et une équipe extraordinaire, va forte chance qu'il périclite. Donc quand vous avez de bons acteurs, c'est la garantie que le film tiendra la route, on va dire. Et pour cela, il faut les faire travailler. C'est-à-dire une fois que vous avez fait le casting, qui doit répondre effectivement à des critères très très précis en fonction du scénario, en fonction des personnages. À ce moment-là, il faut vraiment entrer dans une espèce d'antichambre, de répéter, un peu comme au théâtre. Moi, j'aime à penser que le travail, j'aime à penser qu'il y a des passerelles entre théâtre et cinéma, et la manière avec laquelle les gens de théâtre répètent m'interpelle. Et à partir de là, donc, voilà, je les enferme. Là, je sais qu'on a fait environ à peu près 7 semaines de répétition intensive autour du scénario. On a un peu tordu le cou au scénario, on a un peu travaillé sur les dialogues, et essayé de préciser les contours des personnages, et même au-delà, élargir le spectre de la réflexion pour donner une véritable assise aux personnages et aux acteurs qui doivent les interpréter. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une étape absolument fondamentale, sans laquelle il ne peut pas y avoir de film à l'arrivée. Et cette exigence vous a mené même à organiser des ateliers de direction d'acteurs, et vous le faites car il y a une demande véritablement, et il y a un label que vous offrez. Tout à fait. Depuis 2017, en fait, le tout premier atelier que j'ai conduit remonte à 2017, donc on est déjà, ça va très vite, il y a déjà 8 ans, et c'est un atelier de direction d'acteurs face à la caméra, donc avec une spécificité qui est liée au cinéma, donc à
à ce qui fait que ce qui rend le cinéma tout à fait particulier et spécifique. Sachant que la base est toujours la même. Je veux dire, un acteur est un acteur. Depuis la tragédie grecque, on revient toujours un tout petit peu aux mêmes fondamentaux. Mais avec l'avènement véritablement de l'acteur studio, on a vu émerger effectivement toute une génération d'acteurs. On les connaît, les Brando, les De Niro et compagnie, les Pacino, qui ont apporté une vérité, une réalité. Et qui fait que on n'a plus regardé l'acteur de la même manière à partir des années, je dirais 60, à partir du moment où véritablement l'acteur studio s'est érigé en bannière de la direction d'acteurs internationale. Et ces ateliers vous ont mené à en ouvrir d'autres autour de la réalisation, autour de l'écriture de scénario également. Vous le faites d'ailleurs conjointement avec une coéquipière italienne. Tout à fait. Diletta Dacia, qui est une enseignante à l'Université de Rome, qui a fait sa thèse sur Pier Paolo Pasolini d'ailleurs, donc qui est une excellente enseignante avec des capacités pédagogiques absolument remarquables. Et nous faisons équipe pour des ateliers plus spécifiquement orientés vers l'écriture de scénario et la réalisation. Et là, nous avons un atelier qui démarre samedi d'ailleurs, autour de la réalisation. Comment envisager la réalisation d'un film. Alors, ça peut être un film de format très très court, hein, ça peut être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais voilà, on reste sur les mêmes assises, les mêmes bases. Comment aborder la réalisation au niveau du texte d'abord? Est-ce qu'on a un scénario qui tient la route? Deuxièmement, au niveau de l'image, au niveau des cadrages, des valeurs de plan, comment découper une scène, le découpage technique, et puis évidemment finir par le montage qui est lui une réécriture, une réalisation bis, qui permet de mettre à l'épreuve ce qui a été fait pendant le tournage et de voir si il n'y a pas moyen d'imaginer un autre montage que la chronologie qui est dans le scénario à proprement parler. On se retrouve toujours au niveau du montage avec des phases intermédiaires. Moi je me rappelle ayant fait un passage à la BBC, que le chef monteur de la BBC de l'époque disait toujours: le montage, il faut le laisser dormir un tout petit peu, c'est-à-dire vous montez, vous laissez, vous partez en vacances, vous allez faire vos courses et vous revenez, et c'est là où vous pouvez revoir vos images avec un œil neuf et entreprendre peut-être une réécriture à partir des mêmes images, une réécriture du récit original, du scénario original. Nous sommes en compagnie de Nival Chatta, réalisateur de cinéma, à l'occasion de la sortie de son film Silentium. Depuis une semaine sur les écrans, Nival Chatta nous parle de son film et également de son parcours qui a commencé avec des courts-métrages, nous y reviendrons, mais aussi avec un long-métrage intitulé No Man's Love, et une anecdote magnifique parce que vous vous êtes retrouvé avec une équipe tout à fait inattendue pour ce film. Absolument. En fait, dans No Man's Love, dans Kul Trab en arabe, il y a une partie sous-marine à la fois complexe techniquement et artistiquement. Et j'avais démarré la préparation du film avec 2 opérateurs de l'équipe Cousteau avec qui j'avais fait mon premier court-métrage, L'Horizon englouti. Et puis, ces 2 opérateurs n'ont pas pu se libérer. Et là, j'ai appelé le chef cascadeur britannique, un ami à moi, Terry Forrestal, malheureusement décédé aujourd'hui. Il n'a même pas vu le film, il n'a même pas vu No Man's Love, et qui m'a dit écoute, si tu as de la chance, tu auras la meilleure équipe du monde. Je t'appelle dans 1 semaine. Et il m'a appelé pile 1 semaine après pour me dire: tu as l'équipe sous-marine de Titanic. Et c'est comme ça que ils sont venus de Thaïlande, où ils tournaient The Beach avec Leonardo DiCaprio, et ils sont venus avec tout leur matériel pour un tout petit film tunisien, sans budget, sans moyens, et ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Et ça a été un boost extraordinaire. Génial, c'était génial. Alors, ce film No Man's Love vient de l'Horizon englouti et vient de votre pratique du film sous-marin. Vous avez été d'ailleurs le premier en Tunisie à réaliser des œuvres de ce type. Ça a été un choix et ça a été votre singularité pendant un certain temps. Oui, moi je viens de la... En fait, je n'ai pas fait d'école de cinéma, moi je viens de l'océanographie et de la biologie marine. Et ça a été... C'est toujours très 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 singulier, je veux dire, les parcours. Voilà, je suis tombé sur deux chefs opérateurs de l'équipe Cousteau. J'ai fait quelques mois avec l'équipe Cousteau. Je me suis retrouvé ici sur un tournage de fiction d'Antenne 2 à l'époque qui s'appelait Saison violente. Et c'est comme ça que j'ai pu entrer par la toute petite porte dans le monde du cinéma. J'ai vu mon premier plateau, mon deuxième plateau, ça m'a plu et je me suis dit tiens, pourquoi pas? Pourquoi ne pas raconter des histoires sous l'eau? Et d'où L'Horizon englouti, qui était le tout premier court-métrage avec effectivement un challenge, un défi absolument majeur. On a tourné à Zambra avec l'équipe Cousteau,
avec les opérateurs de l'équipe Cousteau pour ce petit court-métrage. Et vous avez continué immédiatement avec Le Dernier Mirage. Le Dernier Mirage, qui était un projet en gestation depuis de nombreuses années. Projet difficile, projet qui faisait référence à la guerre d'Irak, au pillage du patrimoine irakien, et en même temps qui partait d'une histoire vraie qu'on m'avait racontée. Et voilà, j'avais envie de bâtir quelque chose de l'ordre du film policier, du thriller, autour de ce patrimoine irakien, et puis autour des grandes étendues désertiques de Tunisie, où on a tourné, on a même fait l'Irak à Kérouan, donc on a fait le musée de Bagdad à Kérouan. Voilà. Comme quoi la Tunisie demeure un plateau de tournage international absolument fabuleux, si tant est qu'on se donne les moyens d'en faire la promotion, et surtout de faciliter les prestations de services pour les équipes étrangères, faire de sorte que les équipes étrangères trouvent véritablement, il y a les compétences techniques et les compétences humaines ici en Tunisie, mais trouvent des facilités pour tourner parfois des séquences de guerre et parfois des séquences par hélicoptère. Tout cela mériterait peut-être un retour aux sources et avec voilà, des facilitations un peu plus évidentes que les blocages actuellement en cours. Et après ce film, après Le Dernier Mirage, c'est un documentaire et une réflexion sur le chiffre. Tout à fait. En fait, j'avais reçu un bouquin qui s'appelait Zéro, biographie d'une idée dangereuse. J'avais trouvé ce titre magnifique, d'un certain Charles Saif, un auteur, en plus il s'appelle Saif, un nom arabe, d'un auteur américain. Et j'avais reçu ça d'une scénariste qui s'appelait à l'époque Claudine Araba. Et elle m'a dit, lis ce livre. Je l'ai lu dans la nuit et je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire quelque chose sur ce chiffre qui était à la fois un chiffre et un nombre, et de montrer comment ce chiffre a révolutionné les sciences modernes, les sciences mathématiques, mais l'astronomie également, la physique, et voir ce qu'on pouvait, comment on pouvait retracer cet itinéraire-là de manière en vulgarisant les notions mathématiques. Et c'est là où j'ai pu entreprendre ce travail. J'ai eu d'abord l'appui du ministère des Affaires culturelles ici en Tunisie, mais également du ministère des Affaires étrangères en Inde, puisqu'une grosse partie de ce film a été tournée en Inde, avec l'appui à l'époque de l'ambassadrice d'Inde ici en Tunisie, Nagma Malik. Et puis on avait un fil rouge avec Hicham Al-Osnom et son fils qui permettait effectivement d'avoir un candide comme ça, posant des questions sur les différentes notions mathématiques et les vulgarisant à souhait pour pouvoir les exposer au public le plus large possible. Nouveau passage et une collaboration qui se confirme avec Silencium, votre nouvelle œuvre qui vient juste de sortir sur les écrans. Un passage qui se nomme Sophia Houas et un travail de scénarisation que vous confirmez d'ailleurs avec ce film puisqu'il a commencé avec Mostafa Z. Tout à fait. C'est le chef opérateur, en fait, Mohamed Maghraoui, qui m'a fait rencontrer Sophia Houas avant Mostafa Z. Je pense que c'était aux alentours de 2015. Je pense que c'est l'année 2015. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et elle a signé donc Mostafa Z, elle a signé Silencium, Gal Bachar, et un autre scénario à venir qui j'espère pourra aboutir. Voilà. Donc c'est une collaboration qui est à la fois féconde et passionnante. Parce qu'on fonctionne un peu de la même manière. Elle écrit, je réalise, et je pense que ce binôme-là, on devrait avoir un tout petit peu plus de binômes comme celui-là en Tunisie. Les gens tendent à vouloir tout faire eux-mêmes, mais je pense que l'écriture, c'est vraiment un travail à part. C'est vraiment une exégèse, c'est vraiment une discipline, et il faut laisser faire les gens qui savent écrire, et s'en tenir à ce que nous savons faire le mieux. Pour ma part, c'est la réalisation. Nous sommes en compagnie de Nidal Chatta à l'occasion de la sortie de Silencium, son nouveau film qui est sur les écrans depuis mercredi dernier. Nous parlons de son parcours, nous parlons également de Silencium qui porte comme titre en langue arabe Gal Bahjar, et donc c'est Cœur de pierre. Alors les deux titres se complètent en fait, Silencium, Cœur de pierre. Oui, l'idée c'était d'avoir un titre effectivement international, vous le disiez tout à l'heure, qui indiquerait l'omerta en fait autour des violences faites aux femmes. Mais moi je pense aux violences tout court, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit violences faites aux femmes, on pense aux violences d'une société. Voilà. Et puis ce n'est pas non plus une question qui est à proprement parler tunisienne, une question qui est transversale, qui est mondiale. Et Gal Bahjar me semblait pour la partie arabe ce qui pouvait traduire le mieux la résilience, la capacité
à se reconstruire de l'héroïne du film, puisqu'on est parti d'un fait divers réel survenu en 1991. Et j'avais trouvé que le cœur de pierre, c'était véritablement ce qui pouvait transmettre le mieux, cette résilience, cet instinct de survie qu'avait cette fille, et cette capacité à regarder sa propre histoire avec une certaine distance, une certaine froideur. Ce que j'ai essayé d'ailleurs de transmettre dans la direction d'acteur avec l'actrice Rim Hayouni qui interprète le personnage de Malek dans le film. Et Hayouni qui est entouré également par un groupe d'acteurs qui rendent véritablement ce film. Absolument, absolument, avec des acteurs merveilleux, absolument époustouflants. Abdelmonem Chouayed, bien évidemment, sa femme Basma Hachi, qui joue sa femme dans le film. Je trouvais que ce couple-là, voilà, transposé à l'écran, ça m'intéressait d'utiliser un vrai couple transposé à l'écran, sur proposition d'ailleurs de Abdelmonem. Lamine Belkhouja, que j'ai découvert, qui est un comédien absolument remarquable. Et puis Mohamed Daesh, qui explose, qui est, je pense, la future star désormais en Tunisie en tant que personnage masculin. Mais bien d'autres, hein, et puis des petits rôles qui viennent... Enfin, il n'y a pas de petits rôles à l'écran, véritablement. Comme Haytham Hamdi, comme Rassam Hashqasam, comme Ali Manna'i, voilà, Kadhem Nadim qui joue l'entraîneur de boxe. Et tous ces petits rôles-là viennent conforter la trame que nous avons essayé de mettre en place. Et surtout, et ce que je veux saluer aujourd'hui, c'est le travail collectif qui s'est fait, parce que tous ces acteurs ont travaillé ensemble, ont suivi une préparation physique également, pour être totalement en forme sur le plateau, parce que je savais que ça allait être difficile. On a tourné en hiver, novembre, décembre, il faisait froid, et avec un degré d'intensité, en tout cas pour ma part, jamais atteint. Donc c'était beaucoup de prises, beaucoup de répétitions, beaucoup de travail au quotidien pendant 7 semaines. Donc c'est vraiment un tournage ardu, long, et qui a demandé aux acteurs véritablement d'aller chercher au plus profond d'eux-mêmes l'incarnation des rôles et des personnages qu'ils ont pu interpréter à l'écran. Vous avez tourné avec Lutfi Abdelli, vous avez tourné avec également Fathi Haddaoui, avec Hicham Rostom, vous le citiez il y a un instant. Comment ça se passe avec ces calibres-là? Comment est-ce qu'on tourne avec eux? Comment est-ce que vous les dirigez? Et comment est-ce qu'ils se donnent dans un film? Oui, c'est une belle question parce que y a toujours pour moi un mystère, une fascination qui est liée aux acteurs. C'est-à-dire un personnage que vous choisissez dans le casting et vous vous dites bon c'est celui que je veux. Pour autant, il y a toute une trajectoire, tout un travail à faire en direction de... Moi, je pense que moi, je travaille avec tout le monde de la même manière. C'est-à-dire que tout le monde doit se plier un tout petit peu à cette discipline-là, acteur connu, ou moins connu, ou inconnu, totalement inconnu. Mais cela se fait finalement de manière très apaisée, de manière assez presque naturelle, presque mécanique. Les gens comprennent qu'ils sont dans une configuration très très particulière, il faut qu'ils s'entraident, il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'ils questionnent les personnages. Et on a tout un travail absolument foisonnant et passionnant en amont du film. Donc ça aide et ça conforte les acteurs dans leur travail sur le plateau. Parce qu'ils ont posé les questions qu'il fallait poser, parce qu'ils ont échangé un certain nombre d'idées, un certain nombre de concepts. Et puis, ça leur permet d'entrer un peu comme dans l'arène, comme un gladiateur dans l'arène. Une fois que tu rentres, tu sais combattre. Tu sais boxer et tu sais combattre. Et ça s'est fait presque naturellement et j'ai eu cette chance d'avoir à la fois des acteurs confirmés, comme Abdelli, Lotfi Abdelli, comme Abdelmonem Chouayed, et des acteurs qui maintenant émergent comme étant la nouvelle vague, je pense, hein, je le dis très modestement, la nouvelle vague du cinéma tunisien. Mohamed Daesh, Lamine Belkhouja, Meissa Waslati, Fatma Felhi et bien d'autres. Tout à fait. Et le personnage de Malek dans Silencium, votre nouveau film, en fait est un personnage de complexité inouïe parce qu'il y a d'un côté la résilience et d'un autre côté un certain fatalisme. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, Hatem, on s'est inspiré véritablement du personnage vrai, de la vraie personne. J'ai essayé de me remémorer les discussions que j'avais eues avec cette jeune femme et qui parlait véritablement d'elle comme si elle se dédoublait. Alors, on sait maintenant que c'est une manière de se protéger également, c'est comme une armure, et elle se dédoublait et elle parlait de ce viol comme si c'était une autre personne qui avait été violée. Et j'ai trouvé ça très très intéressant, cette froideur, cette retenue, et en même temps cette force absolument incroyable de quelqu'un qui finalement a été violé à 11 ans et reviolé à 21 ans, c'est pas évident, hein, d'avoir une enfance qui est massacrée, et j'allais dire
une entrée dans la vie active qui est totalement massacrée également. Et pourtant, cette femme a continué à vivre, je suppose, je ne l'ai pas revue depuis, mais je pense qu'elle a continué à vivre, elle a pris sur elle-même, et c'est cette résilience-là qui m'a marqué fortement avant même l'écriture du scénario. Et ça, c'est un travail auquel vous associez des psychologues. Enfin, je pose la question comme ça. Non, pas sur ce tournage-là, mais il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de discussions. Je pense que les acteurs ont fait une recherche aussi de leur côté, parce que je demande systématiquement aux acteurs de faire un travail, un homework, un travail à la maison, pas forcément pour coller à la personnalité, mais pour essayer d'explorer ce qui pourrait être autour de cette personnalité-là. Quels sont les travers de cette personnalité-là? Quelles sont les fragilités, les faiblesses, la force que pourrait représenter un tel personnage? Le personnage du violeur dans le film, il est sophistiqué, il est éduqué, il est propre sur lui-même, il est rasé, donc il est à l'antipode de ce qu'on pourrait penser. Et je voulais éviter toute caricature en la matière. Donc tout ce travail-là périphérique, qui permet à des petits détails comme ça d'orbiter autour du personnage principal, tout ce travail-là a été entrepris avec force de détail et avec beaucoup de conviction par l'ensemble des acteurs du film. Et voilà, et je profite de cette tribune pour les remercier à nouveau. Et cela donne un film à la fois pudique et pleinement assumé par tous les comédiens, qui d'ailleurs ont travaillé pendant 7 semaines pour se préparer. Tout à fait, tout à fait. Il y a de la violence dans le film, de par le propos, et il y a de la retenue et de la pudeur. Et quand je donne mes cours de direction d'acteur, je dis 2 choses. Je dis la première chose, c'est que j'ai envie de croire à ce que vous êtes en train de faire. J'ai envie d'oublier l'acteur qui est en vous et de croire au personnage. Et souvent, ça permet à l'acteur de se transcender. On ne l'appelle plus par son nom, on l'appelle par le nom du personnage. Donc tu n'es plus l'acteur qui a été casté pour le film, tu es désormais le personnage du film. Et là, je vous assure que ça fait une différence. Évidemment, il faut, brique après brique, bâtir le personnage. C'est pas gagné d'avance. Mais c'est déjà un point de départ qui permet à l'acteur effectivement de se transcender et d'aller chercher très très loin ce qui pourrait finalement former son personnage en termes de mentalité, en termes de comportement, en termes de fragilité. Et c'est un travail qu'ils font seuls. Et puis après, on se retrouve et il y a force de proposition. Je les laisse quand même proposer des choses, parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre ici et là quand ça devient intéressant. Et à charge pour moi, évidemment, le réalisateur reste le chef d'orchestre, donc à la fin, c'est lui qui décide. Mais c'est toujours bien de laisser la porte ouverte à un acteur pour proposer quelque chose, que ce soit quelque chose issu de ses recherches ou quelque chose qui peut, comme ça, un pop-up, une idée, une étincelle. Et ils doivent être toujours encouragés à exprimer ce qu'ils pensent. Et puis après, quand on tourne, on tourne. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Tout à fait. Et alors, vous travaillez comme au théâtre, et on serait tenté de dire comme dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on est en face d'une fable puissante, forte, brutale. Et en même temps, on est en face de comédiens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour servir cette fable, sans que l'on tombe dans l'excès. Oui, vous savez, Hatem, je dis souvent aux acteurs, qui à juste titre posent toujours la même question, qu'est-ce que je dois faire dans cette scène? Et ma réponse est invariablement la même, ne fais rien. Si tu es le personnage, tu n'as rien à faire, puisque tu n'as rien à me prouver. Tu es déjà le personnage. Et ça aide à faire ce saut dans le vide, à se lancer, à prendre des risques. C'est comme un dialogue qui ne sert à rien, finalement. On le sucre. Et on met un silence à la place. Et souvent, le silence va apporter des éléments de réponse qui sont beaucoup plus puissants que le dialogue. Un silence qui est assumé avec un regard qui est juste, et c'est la justesse du regard, la justesse de la posture, et en fait tout est lié, parce que si vous avez la justesse du regard, votre corps suit. C'est étrange, mais c'est ainsi. Si votre regard est juste, votre corps va être juste. Et ça, c'est un apprentissage. C'est pas évident, puisque généralement les acteurs arrivent avec beaucoup de mauvaises habitudes. Et donc, il faut éliminer toutes ces scories-là et finalement les ramener à une espèce de virginité. Je sais pas, une espèce d'état primordial, comme ça, où ils sont vierges de tout et on reconstruit à partir de là. Sachant par ailleurs que quand je choisis un acteur, c'est que je connais son potentiel, je
détermine et je devine son potentiel. Et c'est à partir de là qu'on peut bâtir quelque chose. Et en même temps, une belle équipe côté image, côté son, qui donne à ce film toute son étoffe et toute son énergie. Tout à fait. Tout à fait. Sans équipe, je pense, moi je dis toujours, voilà, c'est le scénario, les acteurs, évidemment scénario, acteur, équipe, et la réalisation vient en dernier. Il n'y a pas de réalisation s'il n'y a pas de bon scénario. Il n'y a pas de film. Et il n'y a pas de film s'il n'y a pas d'acteur. Bon, c'est un peu j'allais dire, une évidence. Donc, c'est très très important d'avoir une bonne équipe technique. Et là j'ai eu une équipe absolument formidable. Entre la photographie, le directeur de la photographie, Semis Noussi, Karim Ayali, qui a assuré la photographie de la deuxième équipe, et puis le son, avec Semir Harbi qui a confectionné l'intégralité de la bande-son. Il était important dans ce film, quand on lit le scénario, on s'aperçoit que le son a une place prépondérante dans le film. Il était important d'avoir quelqu'un qui ait cette intelligence-là pour construire une bande-son, pour imaginer une bande-son qui soit à la hauteur des enjeux du film et à la hauteur des images. Donc Semir Harbi, à cet effet, a fait un travail absolument remarquable. Et puis les monteurs, Saïd Ben Salem, Fakhri El Amri, qui m'ont accompagné tout au long de cette aventure, les post-producteurs, Wassim Mek, et je tiens à les remercier parce que c'est très important de savoir que cette post-production a duré plus de 2 ans, presque 2 ans et demi, et qu'avoir des gens qui, malgré leurs obligations à la fois professionnelles, familiales, continuent à vous suivre et continuent à vous appuyer, c'est extraordinaire. Voilà. Sahbi Krahem, Wassim Maki ont été aux commandes de la post-production du film. Nous sommes en compagnie de Nival Chatta à l'occasion de la sortie de son nouveau film Silencium, Galbahjar, qui est actuellement sur les écrans. Ce film, Nival Chatta, on le verra dans des festivals. On en est encore à une semaine aujourd'hui, mais je pense que ça va tourner côté festival. Voilà, alors côté festival, oui, parce qu'on est dans une temporalité qui est finalement très contractée. Là, on a fini il y a 2 mois la post-production, on est sur les écrans désormais. Et puis pour les festivals, je pense que l'année effectivement 2025 et peut-être même 2026 les 2 années seront dévolues au festival, effectivement, donner une visibilité à ce film, une fenêtre de tir à ce film. Et puis mon coproducteur Luc D'Alessandro, qui est le plus tunisien des Français installés ici en Tunisie depuis 30 ans, qui a pris à bras-le-corps cette production du film, depuis le début d'ailleurs, quasiment depuis la préparation, le tournage et la post-production, part à Cannes, donc avec le film, pour trouver des distributeurs internationaux et des vendeurs internationaux. Et je crois que c'est la continuité logique des choses. Maintenant que le film existe, il faut se battre pour que ce film ait la meilleure tribune et la meilleure visibilité possible à l'international, pas seulement en Tunisie. Peut-être que de bonnes nouvelles viendront de Cannes dans quelques jours, et en même temps, nous continuons à suivre le film sur les écrans de Tunisie. Et aujourd'hui, il y a une bonne réaction du public, et il y a un film qui est très puissant. En tout cas, il n'a pas été précédé par les polémiques d'usage, mais c'est plutôt une œuvre achevée, d'ailleurs, que le public va voir avec Silencium que vous venez de réaliser. Donc, pour votre part, vous poursuivez la collaboration avec Sophia Houas, puisque vous êtes déjà projeté sur une autre œuvre. Absolument, nous sommes sur un scénario qui est déjà écrit, qui est déjà prêt, et toujours avec mon coproducteur Luc D'Alessandro. Donc nous allons monter au créneau pour essayer de trouver les financements nécessaires, sachant que Silencium a été entièrement financé par la Tunisie. Et ça, c'est important de le dire, parce que trop souvent les œuvres trouvent des financements extérieurs, de plus en plus éparses d'ailleurs, de plus en plus compliquées à obtenir, et sont un peu conditionnées par une ligne éditoriale. Alors elle n'est pas officielle, elle est officieuse, elle est souvent pernicieuse, et souvent les auteurs se retrouvent avec des films qui ne sont pas tout à fait les films qu'ils avaient imaginés au départ, parce qu'il faut faire telle concession, telle concession. Nous n'avons fait aucune concession. Donc ce film a été entièrement financé par la Tunisie, par les 2 sociétés de production, la mienne et celle de Luc D'Alessandro, et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça. Pour autant, le nouveau scénario va nécessiter des coproducteurs étrangers. Ça, c'est très, très, très important de donner peut-être un autre horizon au film tunisien. Mais ça, beaucoup l'ont fait avant moi, donc je ne suis pas, je veux dire, voilà, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Il faut maintenant de plus en plus trouver des financements, mais défendre sa ligne, défendre son œuvre, et ne pas faire de concessions qui vont dénaturer le film à l'arrivée, et qui vont faire que finalement ça sera ni bon ni mauvais, et voilà, incolore et inodore. Donc ça, il faut faire très très attention à ça, et défendre mordicus sa ligne éditoriale, sa vision des choses, et parfois elle entre en confrontation avec
ce que voudraient les Français, par exemple, qui ont quand même une exception culturelle cinématographique connue, qui financent beaucoup d'œuvres, mais qui ont ouvert le spectre des subventions, comme le Cinéma du Monde, la subvention Cinéma du Monde, ou même l'OIF, hein, l'Organisation internationale de la francophonie. Ça s'est ouvert finalement au monde entier, alors que nous étions un tout petit peu privilégiés avec l'Afrique subsaharienne, la région MENA, l'Afrique du Nord. Maintenant, bon, ces subventions commencent à se diluer, les montants commencent à diminuer, et donc je me dis, bon, c'est là où il faut maintenant vraiment prendre le taureau par les cornes et voilà, peut-être défendre une autre cinématographie qui s'assume pleinement et qui va aller monter au créneau au niveau international. Mais ça demande à la fois du travail et les moyens. Et il faut se donner les moyens, effectivement, pour que le film se fasse dans les meilleures conditions. Voilà. En attendant, soutenons ce nouveau film, Silencium, de Nidal Chatta. Il est sur les écrans. Dans plusieurs villes, je pense 15 écrans, c'est ce que j'ai cru comprendre. Une quinzaine d'écrans à peu près, pour l'instant, mais il n'est pas exclu d'y ajouter. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les maisons de la culture, les maisons des jeunes, puissent accueillir ce film pour pénétrer en fait les régions un peu plus profondément. Parce que là, finalement, on a un truc un peu périphérique. Hein. Benzart, Sousa, Tunis, le Grand Tunis, etc. Moi, j'aimerais quand même que ce film soit diffusé partout sur le territoire, y compris avec des petites projections, avec débat ensuite. Et ça permet véritablement au film de vivre sa vie et d'être vu par le maximum de gens. Et non pas seulement les salles pâtées ou les quelques salles connues, celles de la Stradgo Bantini ou d'autres salles un peu moins connues. Voilà, il est important que ce film soit diffusé, mais ça se fait par étapes. Donc il faut attendre maintenant pour atteindre la vitesse de croisière, je pense en 2e ou 3e semaine. Très certainement le film sera un peu mieux diffusé au niveau du territoire. Tout notre soutien, Nidal Chatta, et puis tous nos voeux de succès pour Silencium, pour le cinéma tunisien en général, et puis pour ces exigences que vous avez portées depuis plusieurs décennies maintenant, et qui se concrétisent, c'est ça qui est formidable, sur l'écran lorsque l'on voit l'un de vos films. Merci beaucoup, Nidal Chatta. Merci à vous, Hatem.